Lire, c'est un monde à part, quoi. C'est un univers parallèle pour moi. C'est-à-dire qu'on va y mettre absolument ce qu'on veut. On est complètement libre d'ouvrir le livre qu'on a envie de lire dans l'instant. On est complètement libre de le refermer aussi. Et en fait, on part très très loin parce qu'on part aussi loin que le livre et notre imagination est capable de nous emmener. Donc ça peut faire très 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 loin. À l'arrivée, c'est comme à la maison. Dans la famille Boulic, j'ai rencontré le fils, le père, et passé un très joli moment littéraire avec la mère, Marie Boulic. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au salon du livre jeunesse que la librairie avait organisé à Montesson, en novembre dernier. Son roman, publié aux éditions Sarbacane, s'intitule « La dernière fois qu'on s'est aimé ». Et j'ai pensé, en le lisant, que j'aurais adoré lire ce texte à 16 ans. Dans ce matin feutré, autour d'un grand café, il y avait de la douceur, de la sensibilité et une famille de littérature. Ces familles où ça résonne, où les livres circulent, où ce sont aussi bien les parents qui font lire des livres à leurs enfants que les enfants qui guident les adultes dans leur lecture. C'est joyeux, ça circule, c'est vivant et coloré. Au montage, j'ai coupé les voix des autres habitants de la maison, du café qui coule et les récits pittoresques des cauchemars de poulpe. Mais je vous laisse imaginer le parfum d'un matin autour d'une grande tablée, les regards qui pétillent en se souvenant d'un poème et les nombreux livres de la vie de Marie. Pour ce nouvel épisode de notre podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains, bienvenue chez vous, dans la bibliothèque de Marie Boulic. Tu me dis quand on enregistre? Ah, ça a déjà démarré, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est parce que des fois je chope des trucs qu'on s'est dit avant. Alors, la première question que je pose tout simplement, c'est où sommes-nous et pourquoi est-ce qu'on se voit ici? Alors on est chez moi et on se voit ici parce que j'y suis bien, parce que c'est pas très loin de la librairie que c'était possible pour toi, parce que c'est calme. Est-ce que le lieu dans lequel tu es a une incidence sur ta lecture? Est-ce que tu as besoin d'être dans un endroit particulier pour lire? Ouais, j'ai besoin de m'oublier. J'ai besoin de m'oublier, d'oublier mon corps, donc il faut que je sois bien installée. Ok. Donc là, dans un canapé, c'est parfait. Très bien. J'ai du mal de plus en plus à lire dans les transports, mais comme je les prends pas beaucoup, c'est pas très grave. Et paradoxalement, j'ai aucune difficulté à lire en voiture. Ok. Donc j'en profite à fond. Ça te donne pas mal au cœur? Non. Quand je pars en voiture pour des longs trajets, j'ai toujours un livre, un magazine dans mon sac. Parce que je sais qu'à un moment, je vais l'ouvrir et voilà, c'est vraiment l'immersion, quoi. Et le bruit environnant ne te dérange pas forcément? À moins que le conducteur écoute la radio à fond et qu'il y ait des conversations, tu vois. Auquel cas, là, il y a trop de fois dans ma tête. Si des gens parlent à côté de moi, j'ai du mal à lire. Si il y a une radio, j'ai envie de chanter, j'ai du mal à lire. Donc voilà. Mais bon, moi j'ai quand même beaucoup de calme à la maison pour lire, donc j'ai pas de carence de lecture à cause de ça en tout cas. Est-ce que tu écoutes aussi des livres audio? C'est quelque chose que tu peux pratiquer? Non, j'y arrive pas. Alors justement, c'est drôle parce que je disais à ma fille pour mon prochain roman, il faut vraiment que j'écoute 20 milieux sous les mers, où je le lise. Enfin bref, il faut que je trouve le texte d'une manière ou d'une autre et que je trouve le temps de l'écouter ou de le lire. Je n'arrive pas à fixer suffisamment mon attention. C'est-à-dire quand j'écoute des podcasts, c'est beaucoup en marchant. Et souvent on me dit « Ah, mais il faut marcher en pleine conscience. » Oui, oui. Sauf que, en fait, ça m'empêche pas de penser quand j'écoute des podcasts. En l'occurrence, il y a des moments où mon esprit s'échappe et ça cogite. Et d'un seul coup, je m'arrête et « Ah, attends, il faut que je note ça pour mon prochain texte. » Parce qu'il y a des liens qui se sont faits à ce moment-là. Et donc, écouter une histoire, dans ces cas-là, c'est pas possible. En fait. J'ai besoin du support visuel. J'ai une très mauvaise mémoire audio. Et alors, est-ce que, si je te pose la question, c'est quoi lire pour toi? Qu'est-ce que tu me répondrais? Lire, c'est un monde à part, quoi. C'est un univers parallèle pour moi. C'est-à-dire qu'on va y mettre absolument ce qu'on veut. On est complètement libre d'ouvrir le livre qu'on a envie de lire dans l'instant. On est complètement libre de le refermer aussi. Et en fait, on part très très loin parce qu'on part aussi loin que le livre et notre imagination est capable de nous emmener. Donc ça peut faire très 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 loin. Et mon rapport à la lecture, il est un peu complexe parce que des fois j'ai des pannes de lecture et c'est très douloureux. Ça veut dire que j'ouvre un livre, j'achoppe, j'ouvre un deuxième livre, pareil. Et probablement qu'à ce moment-là, si je dois faire une petite analyse rapide, mon esprit a besoin de repos. Mais c'est pas facile, je trouve. Ouais, non, c'est vraiment difficile. Et puis en fait, en plus, je me dis, mais non, je l'ai commencé, j'ai envie de pouvoir en discuter, j'ai passé du temps, j'ai investi du temps, j'ai envie de savoir comment se termine cette histoire, et j'ai envie de savoir pourquoi ça me plaisait pas au début, est-ce que ça peut me plaire par la suite. Enfin, tu vois, il y a plein de questions qui vont rester en suspens, là, à crier.
Tu as parlé, t'as dit j'aimerais pouvoir en discuter. Ça, c'est quelque chose que t'aimes bien faire, parler de tes lectures. C'est vrai? Avec qui t'en parles alors? Eh ben, avec les gens avec qui ça prend. J'adore parler de livres, évidemment, et parce que c'est un genre de passion, quoi. Donc voilà, il y a des gens comme ça dans mon entourage qui sont des genres de rendez-vous. À chaque fois que je les vois, je sais qu'on va parler de littérature. J'adore. Là, hier, j'ai reçu un texto d'une copine qui me dit je pensais à toi parce que je viens de lire 2 livres géniaux. Oui, j'adore. Vas-y. Après, quand j'ai pas quelqu'un de dispo pour parler, je parle à un premier venu. C'est-à-dire que si je descends d'ici, de ma chambre, en ayant fini un livre et dont j'ai envie de parler, eh ben c'est le premier qui passe. Mon fils, ma fille, mon mari, peu importe. Mais c'est pas gênant pour toi si la personne n'a pas, disons, je sais pas, il a lu aussi le livre, mais il a pas le même ressenti? Ça dépend comment il le dit, ça dépend ce qu'il en dit, ça dépend s'il est méchant avec le livre et si il castagne. Tu le prends perso, quoi, des fois, non? Un peu. Tu vois, là, tu te remets en question, tu te dis, mais comment ça se fait que moi, j'ai autant aimé? Et puis, en fait, non, tu sais très bien pourquoi t'as autant aimé. Mais c'est vrai que d'un seul coup, la personne va t'ouvrir son monde à elle, sa lecture à elle. J'ai croisé ton fils tout à l'heure, donc t'as aussi une fille, c'est ça? Ils sont tous les deux adolescents? Ouais. Ils lisent? Enfin, non, ma fille, elle a 22 ans, donc elle est... Plus qu'adolescente. Jeune femme. Ma fille... Là, en ce moment, je sais qu'elle est aux prises avec l'intégrale de Trône, Game of Thrones. Oh! Non, alors elle, les pavés, elle adore. Elle lit beaucoup, elle a fait des études de lettres et c'est vraiment son truc. Mon fils a beaucoup lu. Je sais pas si tu connais Le Royaume de Pierre d'Angle. Oui. Il s'est fait les 4 tomes sans sourciller. Eragon, pareil, c'est 2 fanas d'Eragon. Ils se sont fait toute la série et je suis la seule à pas avoir lu Eragon dans la famille. Donc là, je suis au banc familial, là, littéralement. Ah ouais. Donc il y a quand même un entourage de lecture. Il n'y a pas que toi dans la famille, vous êtes les gens qui lisent. Pareil, mon mari, c'est pareil, il va lire. Alors lui, il lit beaucoup de science-fiction, ce que moi je lis pas du tout. Okay. Le seul livre auquel il a réussi à m'amener, c'est La Horde du Contrevent. Okay. Et en fait, j'avais un gros a priori parce que les personnages portent des signes typographiques à la place des prénoms et je me disais, ok, c'est déjà, laisse tomber un Agatha Christie, il y a 10 personnages, je retiens pas les noms. Oublie-moi avec La Horde du Contrevent. En fait, l'éditeur a fait un marque-page avec les prénoms. Donc ça, déjà, c'est très malin. Et en fait, les personnages sont tous tellement bien caractérisés que tu rentres dans la lecture sans aucun problème. Et quelque part, ma fille a un peu servi de guide, c'est-à-dire qu'elle l'a lu avant moi. Et elle a adoré. Et donc, je me suis dit, attends, c'est bon. Est-ce que, alors, on va remonter dans le temps, à l'époque où toi, tu as commencé à lire. Est-ce que tu te souviens des premiers livres, enfin, quels sont les premiers livres un peu marquants pour toi et comment est-ce que le goût de la lecture t'est venu, si tu t'en souviens? Je me souviens des premières lectures autonomes. Oui. C'était une collection de livres qui s'appelle Dinomir. Dinomir? Ouais, c'est l'histoire d'un grand géant violet. Et il y avait toute la collection dans ma classe de CP. Et en fait, ce grand géant, pour moi, c'était un peu l'ami imaginaire que j'ai jamais eu. Et j'étais hyper fière de pouvoir lire toute seule et de les enchaîner à l'étude. Tu vois, je me grouillais de faire mes devoirs pour pouvoir aller chercher les dinomirs dans le fond de la classe. Et j'ai été hyper, je sais pas, j'avais une espèce, au-delà de la fierté, une sensation de liberté de pouvoir lire ces livres toute seule. C'était inouï, jamais vraiment un super pouvoir, quoi. C'était vraiment de cet ordre-là. Ouais, c'était des livres qui sont illustrés par Quentin Blake. Ok. Chez moi, je me souviens des lectures accompagnées de ma mère, tu vois. Enfin, accompagnées pas du tout, elle me lisait. Elle me lisait, on avait un genre de grimoire, tu vois, qui s'appelait Le Grand Livre des Fées. Et qui réunissait tous les contes de fées, et à chaque conte de fées, il y avait un illustrateur différent, et donc pour moi, l'illustration, c'était hyper important. Il y a des contes que je voulais pas tellement connaître parce que j'aimais pas les illustrations. Et ça m'a joué beaucoup de tours, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de BD, beaucoup de livres dont je n'aimais pas la couve, dont je n'aimais pas le trait, et vers lesquels je ne suis pas allée, ou vers lesquels je suis allée très tard. Et en fait, voilà, je sais que ça, c'est vraiment quelque chose qui me prive de beaucoup de découvertes. Mais c'est dommage, par exemple, tu vois, l'adaptation de Vernon Subutex, je l'ai pas lu en BD. J'ai lu la trilogie, mais j'ai pas lu la BD, et j'aimerais bien la lire parce que je pense que c'est une expérience de lecture hyper intéressante. Il y avait des livres autres à la maison? Ouais, plein. T'avais le droit d'aller piocher dans la bibliothèque, etc. En fait, j'avais le droit d'aller piocher dans la bibliothèque. Tous les samedis, on allait à la bibliothèque avec un grand sac de sport qu'on remplissait. Je prenais beaucoup de BD, et puis moi, j'ai 50 ans, donc en fait, à l'époque, la littérature jeunesse n'était pas hyper développée. Par exemple, Astrid Lindgren, je les ai découverts quand ma fille a lu Astrid Lindgren. Et en fait, je me suis rendu compte que je connaissais déjà Astrid Lindgren à travers un livre que ma mère m'avait donné, qui était d'elle, mais qui est pas très connu, qui s'appelle Christine et moi.
Okay. qui raconte l'histoire de 2 sœurs jumelles qui partent vivre à la campagne. Et j'ai adoré ce livre, je l'ai lu je sais pas combien de fois. Bon, de toute façon, les histoires de jumeaux, moi, ça me transcende. Et en fait, c'est pareil, tu vois, on partait en vacances avec une mallette avec plein de livres dedans, et quand j'avais fini mes livres, je prenais les livres que mes parents avaient empruntés. Donc j'ai lu Pénac avant de lire Cabot Caboche, j'ai lu L'effet carabine. D'ailleurs, j'ai jamais lu Cabot Caboche. J'ai découvert Philippe Dian assez tôt, finalement. D'accord. Pareil, j'en ai lu je sais pas combien, parce que c'est tout ce qu'il y avait à lire dans la caravane pendant les vacances, donc je les ai lus. À la maison, oui, je prenais ce que je voulais. Du coup, j'ai braqué pas mal de bouquins. C'est comme ça que j'ai découvert Bonjour Tristesse dans la bibliothèque de mes parents, qui a été une de mes lectures adolescentes majeures. C'était ma question suivante, des souvenirs d'adolescence. Bonjour Tristesse, ça a été, ouais, parce que c'est un bouquin que je trouvais à la fois simple dans le sens complètement positif du terme, c'est-à-dire que on est complètement avec l'héroïne, avec ce qu'elle a fait, avec son histoire, avec cette espèce de complot qui est si simple et à la fois si destructeur. Et je me suis dit, waouh, c'est d'une simplicité, d'une limpidité, et en même temps, et ça donne tellement accès à ses pensées, c'est incroyable. Et alors aujourd'hui, depuis que tu es adulte, les livres que tu lis, tu les choisis comment? Tout à l'heure, on a parlé de la question des influences, t'aimes bien qu'on te propose des choses, etc. Bibliothèque, librairie, les deux, sachant que j'achète parfois des livres d'occasion, mais c'est quand vraiment l'auteur est mort depuis très longtemps. Parce qu'il y a quand même vraiment une problématique de droit. Ouais, non, mais tu peux pas être autrice et acheter des livres de personnes existant et prétendant vivre de leurs droits d'une manière ou d'une autre, tu vois, c'est pas possible, en fait, c'est tout simplement pas possible. Et les gens autour de moi qui me soutiennent et tout ça, qui achètent d'occasion, je leur dis, mais pardon, vous avez compris la contradiction dans les termes ou pas? Pas comme ça. Bien, je fais bien comme ça aussi. Je le dis de façon à être entendu et reçu de façon positive, de façon à ce qu'on puisse en discuter, mais c'est quand même, il y a quand même des gens qui écrivent, qui travaillent, c'est un travail. Beaucoup bibliothèques pour les livres dont je suis pas tout à fait certaine, ou alors pour les auteurs que j'ai envie de goûter. Là, tu vois, par exemple, je viens de réserver des volumes de Simenon parce que j'ai envie d'y goûter et que, comme ça, j'ai plein de volumes possibles. Je peux choisir, je peux en lire 1, 2, 3, 4, 12. Et librairie, quand c'est des livres que je veux acheter parce que je veux les avoir, parce que je veux les garder, parce que je sais que je les relirai, parce que c'est des auteurs que j'aime. Donc en général, tu y vas quand tu sais ce que tu veux. Ouais. Tu vas pas errer, c'est pas beau ce mot. Flâner, te promener en disant tiens, je me laisserais bien tenter par cette couverture. Alors ça, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que je vais choper des titres un peu au vol, dans une conversation, dans un podcast. Et je fais toute ma liste, et puis en fait, des fois je me souviens plus du tout pourquoi j'ai noté tel titre. Alors au bout d'un moment, je me repose, et puis je regarde un peu sur internet, je vais chercher qu'est-ce que c'est ce livre, et puis je mets des petites notes à côté sur les thématiques, pourquoi ça m'avait intéressé. Maintenant, j'ai un peu tendance aussi à noter qui me l'a conseillé pour me faciliter un peu le travail. Et puis au bout d'un moment, si j'ai suffisamment envie de ce livre, je vais l'acheter. D'accord. C'est un long processus. C'est pas un coup de tête. Non, enfin ça m'arrive, et souvent c'est pas très heureux les coups de tête. En ce moment, est-ce que tu en lis un ou plusieurs en particulier d'ailleurs? Ouais, je suis en train de lire Mathieu Palin, celui de juste avant, sur les hommes qui battent les femmes. Nos pères, nos amis, nos frères, les hommes qui tapent les femmes, je crois. Donc celui-là, il se lit assez vite. J'adore Mathieu Palin, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je viens de finir un bouquin qui s'appelle Papa part, maman ment, mémé meurt. Ah, je connais pas. De Fabienne Hiver, qui est au Tripode, que j'ai trouvé au Salon du Livre. Merci. De Montreuil. Et c'est assez drôle. C'est drôle? Ouais. Ok. En fait, c'est en 3 parties. Il y a Papa part, et en fait, Papa part parce que, et puis il y a tout un tas de raisons plus ou moins drôles, plus ou moins fastidieuses, plus ou moins décalées. Et deuxième partie, Maman ment, et voilà, suite au départ de Papa, et suite à tout ça, Mémé meurt, et là aussi c'est pareil. Mémé meurt dans plein de circonstances très étonnantes. C'est assez poétique parfois, et c'est assez drôle. Et hier, j'ai commencé un livre qui s'appelle Douleur, d'une autrice israélienne, Zerouia Shalev. Oui. Je l'ai commencé hier soir. C'est l'histoire d'une femme qui, 10 ans plus tôt, a été victime d'un attentat et qui est rattrapée par la douleur physique. Okay. Je suis en sur 50 premières pages, mais c'est le début, c'est la 4e de couverture. Petite parenthèse après sur la 4e de couverture. Ok, je note. Un appel à nos amis éditeurs. Elle va aller à l'hôpital parce que la douleur devient vraiment insupportable et que ça fait quand même 10 ans, donc faut s'en occuper. Et elle tombe nez à nez avec son premier amour,
qu'il l'a quittée assez brutalement quand elle avait 17 ans. Que va-t-il se passer? Voilà, j'en suis là. Et l'écriture est très belle. Pour l'instant, l'écriture m'enchante et rien que pour ça, déjà, en soi, c'est gagné, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elles t'ont fait, les quatrièmes de couverture? Alors, les quatrièmes de couverture qui révèlent des événements qui se passent à la page 257 quand le livre en fait 300, ça n'est pas possible. Je suis d'accord. J'ai l'impression de m'être fait spoiler. Les deux. Ouais, les deux. Spolier de ma lecture et spoiler de la surprise de l'histoire. Et c'est énervant parce que ça fout tout par terre et je me demande pourquoi l'auteur a laissé faire. Alors, comment tu traites l'objet livre? Tu écris dans tes livres, tu les cornes, tu ne fais rien? Non. Je laisse des souvenirs dedans, je laisse des cartes postales, je laisse des choses qui vont me rappeler le moment où je l'ai lu, tu vois. J'aime beaucoup, on parlait des librairies tout à l'heure, j'aime beaucoup aller dans une librairie, dans un lieu que je connais pas, et acheter un livre qui seront le souvenir de ce moment-là, tu vois, de cette visite-là, de cette escapade-là. C'est chouette, j'aime bien rouvrir les livres. Ah oui, même si j'ai pas vraiment oublié que je l'ai lu, celui-là à Marseille, celui-là, tu vois. C'est un peu comme la musique, tu sais, quand tu découvres une chanson à un moment particulier de ta vie et ça restera à jamais la chanson, cet album de téléphone que j'écoutais pendant ces vacances-là, ça restera à jamais ces vacances-là, tu vois. Quelle trace tu gardes des lectures importantes pour toi? J'en garde pas. Ça reste dans ta tête? Ouais. Ok. Je garde le livre, déjà. Oui. En fait, dans ma bibliothèque, il y a les livres que je n'ai pas lus et les livres que je relirai, que j'ai aimés et que je relirai. Les autres, tu les laisses, tu les donnes? Les autres, je les donne, je les donne, je les mets dans une boîte à livres qui est sur le chemin de la bibliothèque, c'est très opportun. Tu prêtes tes livres, toi? T'es dans cette équipe-là? Non, je les prête-donne. Ah oui, tu les prêtes-donnes. Tu les prêtes en te disant ils reviendront pas? Non, je les donne. Je préfère donner, que ce soit clair, qu'il n'y ait pas une part de moi qui espère son retour un jour. C'est ça. Tu sais, parfois, on a des livres qu'on aime bien offrir un peu les mêmes parce que c'est des coups de cœur, etc. Est-ce que ça t'arrive, toi? Est-ce qu'il y a des livres que tu aimes bien offrir? J'aime bien offrir de la jeunesse aux adultes. Ah. En plus, c'est bien parce que quelques jeunesses sont sorties en poche, en livre de poche. Donc ça passe inaperçu pour les plus rétifs. Et oui, parce qu'on n'en offre pas assez, parce elle reste tellement méconnue, tu vois, quand tu vois que t'as des auteurs magnifiques qui sont inconnus, qui sont carrément hors des radars, quoi. Là, j'entendais encore Au masque à la plume, ça m'a fait bondir. Ce livre-là, c'est un livre de Haruki Murakami. Oui. Le dernier. C'est un très bon livre jeunesse, hein. Je n'ai rien contre la littérature jeunesse. Pourquoi tu dis ça, en fait? Parce que du dernier, là, La cité aux murs incertains. Ouais. Parce qu'il ne l'a pas justifié. Il l'aurait justifié, j'aurais pu comprendre, mais là, il l'a pas justifié. Globalement, est-ce que tu arriverais à trouver ce qu'il faut pour qu'un livre te touche? Alors déjà, l'écriture. L'écriture, c'est obligé. Évidemment, l'histoire est importante, mais ce qui est important pour moi, plus encore que l'histoire, c'est les personnages qui soient bien caractérisés, qu'il y ait une finesse de caractérisation. J'aime beaucoup quand il y a de l'humour. Une finesse de l'humour, pas sans rire en particulier. Ça, j'adore. Et alors après, s'il y a une belle histoire et si elle se termine pas n'importe comment, par exemple Les Heures souterraines de Delphine de Vigan. Oui. Je raconte la fin. Je l'ai lu. Après, oui, pour les autres, pardon. Racontons la fin. Attention, si vous ne voulez pas connaître la fin, n'écoutez pas la suite de cette phrase. Voilà. Donc c'est cette femme qui se fait harceler au boulot, cet homme qui est médecin urgentiste et pas urgentiste, mais qui est médecin à domicile et qui erre dans Paris, dans sa bagnole toute la journée et qui ont des trajets parallèles pendant tout le livre. Et à la fin, ils se retrouvent tous les deux sur le même quai de métro. Et donc on est évidemment dans l'attente qu'ils se rencontrent. Et ils ne se rencontrent pas. Et je me suis dit, évidemment, il fallait pas qu'ils se rencontrent. Et donc la fin illustre avec brio le propos du livre. Est-ce que il y a des auteurs ou autrices dont tu suis absolument, dont tu as envie de lire vraiment tout ce qu'ils écrivent? Ouais, plein. Déjà la jeunesse, je vais commencer par ça parce que j'en lis beaucoup quand même. Typiquement Malika Ferjouk. Ok. Qui est injustement méconnue. Alors elle, tu vois, en termes d'écriture, génial, en termes d'histoire, super, les personnages, top, l'humour. Et là, non mais moi je tripe à chaque fois dans ces bouquins, quoi. T'as un chouchou, un préféré, un titre? Le dernier que j'ai lu, c'est 4 sœurs, que je n'avais pas lu, mais avant j'ai lu Griffe, que j'ai adoré. Okay. Donc elle, évidemment, Marie-Aude Murail. Oui. Moi, je suis trop vieille pour avoir grandi avec Marie-Aude Murail, mais je me suis rattrapée. Et j'adore. Je trouve aussi qu'il y a une finesse, que ce soit dans le portrait sociétal, que ce soit dans la façon dont s'expriment les personnages, dans les thématiques évidemment. Les thématiques sont
j'allais dire brillant, mais j'aime pas tellement ce terme, mais c'est bien vu, quoi. C'est vraiment fin. Évidemment, Thibauté de Fontbelle. Oui. Donc j'ai mis 1 milliard d'années à arriver à Toby Loneliness à cause de la couverture. Ah, mais oui. Et puis en fait, tout le monde en parlait, et je l'ai lu, mais je suis tombée dedans. Et c'est là, le premier que t'as lu de lui? Ouais. Thibauté de Fontbelle, il a cette force des personnages secondaires. Il fait des personnages secondaires très chouettes. Pareil, malicieux, très très chouette. J'aime beaucoup. Évidemment, Jean-Claude Mourleva. J'adore tout ce qu'il écrit, la poésie de ses histoires, son univers. Et puis c'est drôle, quoi. Donc ça, c'est pour la jeunesse. Je t'interromps juste là pour te poser une question. Est-ce que parmi ces auteurs-là, jeunesse, notamment tu m'as parlé, ou peut-être d'autres, il y en a un ou une que tu regrettes, je mets des guillemets à regret, de ne pas avoir lu quand t'étais, toi, enfant, adolescente? Enfin, c'est un jeunesse, c'est pas un jeunesse. C'est La Trappe-Cœur. J'ai lu au début de l'année dernière. D'accord. Et j'ai été un peu déroutée par la traduction. Et puis, assez vite, il a cette voix unique et... on m'aurait donné ça quand j'étais ado, je me serais sentie moins seule, je pense. Je t'avais coupé, tu allais continuer sur des auteurs que t'avais... Ouais, alors évidemment Maëlys de Kerangal. Ok. Parce qu'elle écrit hyper bien et qu'elle a toujours des thématiques surprenantes, quoi. La première fois quand j'ai lu Naissance d'un pont, je fais mais... Alors c'est une copine qui me l'avait conseillé parce que moi, Naissance d'un pont, en termes de titre, ça m'inspire pas vachement, tu vois. Pourtant... il y a tellement de choses derrière ce pont, quoi. C'est incroyable. Donc elle, une Irlandaise que j'aime beaucoup qui s'appelle Maggie O'Farrell. Ça, c'est sûr. Pareil, est-ce que tu as un titre en particulier que tu aimerais citer de Maggie O'Farrell? Beaucoup de bleu dans le ciel. C'est un beau titre, ça. Même si au début, on est complètement largué. En fait, elle a cette capacité à déconstruire complètement son fil narratif. Okay. Donc elle va passer d'un personnage à l'autre, d'une époque à l'autre, et sans le dire, sans le matérialiser, tu vois, t'as pas de repère, t'as pas de prénom, t'as pas de date au début du chapitre, mais assez vite elle te rattrape. Elle te pousse dans le vide à chaque début de chapitre et oui, elle te rattrape et c'est hyper bien fait, quoi. Il y a ça et puis il y a ce roman Quand tu es parti, qui est une super belle histoire d'amour. C'est triste, mais parce que c'est l'histoire d'un amour impossible, mais c'est pas des obstacles classiques d'une histoire d'amour impossible, ça n'a rien à voir. Tu parlais des illustrations tout à l'heure qui pouvaient te donner envie ou pas d'aborder un livre. Le titre peut avoir aussi cette importance-là. Le titre est important pour toi? Oui. Par exemple, tu vois, Tandis que j'agonise, je trouve que c'est un titre magnifique. Et même en anglais, tu vois, As I Lay Dying, c'est super beau. J'ai une réserve de titres sur laquelle je veille comme Smaug veille sur son trésor, tu vois. Pour tes romans par la suite. J'aimerais bien, mais en fait, c'est pas comme ça que je fonctionne, donc c'est un peu compliqué. On verra si un de mes titres colle un jour sur un de mes romans. Mais... J'aime bien poser cette question aussi, même si je sais que ta réponse ne sera valable sans doute qu'à ce moment où nous discutons. Mais si tu partais sur une île déserte, quels seraient les 3 titres, les 3 livres que tu emporterais avec toi? J'emporterai un livre que j'ai déjà lu et 2 autres livres que je n'ai pas encore lus. J'emporterai 100 ans de solitude, qui pour moi a été vraiment une révélation, parce que j'ai découvert le réalisme magique. J'ai découvert que ce que j'aimais tant en littérature jeunesse, on pouvait aussi le faire en littérature adulte, et que ça s'appelait du réalisme magique. On pouvait complètement exploser les codes et que ça se tenait et que ça pouvait être en littérature générale. En deuxième, un livre que je n'ai pas lu, donc d'une autrice que j'aime beaucoup, Maggie O'Farrell, Hamnet, que j'ai pas lu, qui est dans ma bibliothèque. Pour les pannes de lecture, j'ai des livres des auteurs que j'aime, qui sont des auteurs ultra fiables. Et un 3e roman, je sais, La maison dans laquelle, chez Monsieur Toussaint Louverture. C'est un bouquin dont un copain m'a dit « Génial ce livre, c'est super !» Je m'en souviens hyper bien. Et je l'ai acheté sur la foi de ses dires. Et je me suis dit, je vais me jeter dans ce livre comme on se jette dans un voyage, quoi. C'est vraiment, ça va être long, ça va être génial, je vais m'attacher au personnage, il va se passer ci, il va se passer ça, et puis cette maison dont on me parle, qui est énigmatique. Je crois que j'ai lu les 7 premières pages, je l'ai refermé et je ne l'ai plus jamais rouvert parce que j'aime tant ce titre et tant l'idée de ce que ça évoque en moi, de possible, que je veux pas pour l'instant, j'y viendrai un jour, probablement, mais je sais pas si j'aurais de quoi écrire sur une île déserte, tu vois, mais en fait là je préfère rester avec ce souvenir parce que pour moi ça forme comme un vivier d'inspiration. Et ben voilà, je préfère garder complètement vivace toutes ces possibilités-là, ces évocations que ça fait naître en moi, tu vois. On va arriver à la dernière partie de cette discussion, ce qu'on a appelé le passeport littéraire, une série de questions qu'on pose un peu à tout le monde. Et la première de ces questions, Marie, si tu étais un titre de livre, il y aurait rêve dedans, je pense.
Il y aurait rêve, tu vois, il y aurait un truc du genre, voilà, nous sommes nos rêves, ou nous sommes ce que nos rêves ont fait de nous, enfin, tu vois, un truc dans ce goût-là. Si tu étais une héroïne ou un héros de roman, qui aimerais-tu incarner ? J'aimerais bien incarner une héroïne courageuse parce que, comme je suis hyper peureuse, j'aimerais bien voir ce que ça fait, tu vois. Un truc un peu aventurière, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Ah, j'aimerais bien peut-être être une des 4 sœurs de Malika Ferjouk. Oui. Parce qu'elles vivent dans une grande liberté. J'aimerais pas être l'aînée parce qu'elle a quand même beaucoup de responsabilités. Est-ce qu'il y a des phrases ou des citations que tu connais par cœur et qui sont, peut-être que tu te dis, que tu te récites, qui t'accompagnent ? Il y a cette phrase que j'utilise beaucoup en atelier qui est la réalité dépasse toujours la fiction. Et après, moi, il y a des poèmes de Jules Supervielle que j'aime beaucoup, tu vois, et quand j'ai écrit la dernière fois qu'on s'est aimé, le poème de Jules Supervielle, encore frissonnant, que j'ai mis dedans, il est magnifique. Je verrai si je le rajoute en lecture. Ouais. Encore frissonnant sous la peau des ténèbres, tous les matins je dois recomposer un homme avec tout ce mélange de mes jours précédents et le peu qui me reste de mes jours à venir. Me voici tout entier, je vais vers la fenêtre, lumière de ce jour, je viens du fond des temps, respecte avec douceur mes minutes obscures, épargne encore un peu ce que j'ai de nocturne, d'étoilé en dedans et de prêt à mourir, sous le soleil montant qui ne sait que grandir. Jules Supervielle, encore frissonnant. Est-ce que y a un auteur ou une autrice, peut-être du passé plus qu'aujourd'hui, que tu aurais rêvé de rencontrer, que tu aimerais rencontrer ? Ouais, Joseph Montpius. En fait, j'ai découvert son livre, il était déjà mort et à la ligne. Ouais, à la ligne. Et on a acheté l'adaptation BD d'ailleurs qui vient de sortir là, que je n'ai pas encore lu parce que j'ai tellement aimé le livre que je me dis bon, est-ce que mais en fait mon mari m'a dit mais tu vas voir, il y a vraiment un pas de côté quoi. Okay. Voilà, donc suspense. Parce que dans son texte, il y a une telle sensibilité, une telle humanité que je me dis waouh, c'est forcément un type bien quoi. J'aurais vraiment aimé discuter avec elle. Avec lui, c'est vraiment des personnalités dont on a envie de partager un moment de vie, quoi, une discussion, un truc. La particularité aussi de ce podcast, c'est que la personne que j'ai vue avant toi t'adresse une question, sans savoir quelle serait pour toi, parce que je ne lui donne pas l'identité de mon prochain invité. C'est Clémentine Beauvais, que j'ai rencontrée dernièrement, qui t'adresse la question suivante. Quel livre d'aujourd'hui offrirais-tu à un enfant de 12 ans qui vit au début du 19e siècle? Alors moi j'ai adoré Harry Potter. Je me dis que s'il vit au 19e siècle, il a quand même pas mal de références communes parce qu'elle a quand même pas mal pioché dans la mythologie, que les sorciers, tout ça, bon, ça le fait. Je pense que j'irai sur Harry Potter. Très bien, je lui prépare de ta réponse. Et à ton tour, il faut que tu poses une question à la personne que je verrai après toi, sans savoir qui il ou elle sera. C'est pas une question très sympa, c'est dur. Vas-y, écoute. Quelle proposition aimerais-tu faire pour sauver la lecture ? Oh. Parce que c'est une vraie angoisse. Que la lecture disparaisse ? Ouais. Tu penses que la lecture la lecture voie d'extinction ? Un gros coup dans l'aile là avec les réseaux sociaux, le temps d'écran et tout ça. Alors après, est-ce que je suis pas en train d'agiter un épouvantail ? Mais en fait, on voit bien que le roman en jeunesse, là, ça devient compliqué, quoi. Je pense que la lecture grande cause nationale, il faut faire ça fois 1000, quoi. Une réponse, toi, à ta propre question pour sauver la lecture ? Est-ce que tu as imaginé un truc un peu désespéré, mais tu vois, je trouve que le quart d'heure de lecture en classe, c'est très bien, mais je me dis que en fait, il faudrait faire ça, plus un quart d'heure de lecture à voix haute. Donc, j'ai senti que mes enfants commençaient à avoir du mal un peu à rentrer dans des livres qu'ils connaissaient pas et qui étaient peut-être un peu volumineux et tout ça. Ce qu'on faisait, c'est qu'on lisait à 3. Tu vois, chacun lisait un chapitre. Et puis, à un moment, il y en a un qui prenait le livre, qui était resté sur la table, et puis qui le finissait parce que ça n'allait pas assez vite. La lecture à voix haute, oui. Tu vois ? Ça marche bien. Tu lis à voix haute, toi, en dehors d'ateliers ou de moments où tu vas citer ? J'adore ça. T'adores ça ? J'adore ça. Quand tu es seule, je veux dire, tu lis pour toi-même à voix haute ? Oui, parce qu'il y a des textes qui se lisent mieux, qui se comprennent plus facilement à voix haute, parce que ça t'oblige à ralentir un peu le débit. Et puis aussi que t'as besoin non seulement de les lire, mais de les entendre en même temps, tu vois. Est-ce que tu serais d'accord pour me lire un petit bout d'un des livres que tu lis en ce moment à voix haute, là, pour finir cet entretien ? T'as choisi donc le Papa dort... Papa part, ma maman, mais meurt. Ok. De Fabienne Hiver. Papa veut partir de la maison. Pourquoi ? Il en a marre de voir ma mère. Il supporte plus les haricots verts. Il en a marre de toujours rentrer au même endroit tous les soirs, toute l'année. Il veut faire son intéressant, il veut qu'on le supplie de rester. Il supporte plus le papier peint du salon. Je le comprends. Pourquoi papa veut partir de la maison ?
Il déteste la femme de ménage. L'air est mauvais pour sa santé. Maman est une réincarnation de la Sainte Vierge. Maman est une martienne. Maman a été mordue par un vampire. Maman refuse de laver la vaisselle. Pourquoi il veut partir? Le chat a mordu papa. Papa veut manger le chat. Papa veut s'en aller avec le chat. C'est le chat qui lui a monté la tête. C'est un coup monté par le KGB. Le chat est un agent de la CIA. Ma mère sent trop mauvais. Merci beaucoup. Ça a l'air très drôle. Oui. Et très grinçant en même temps. Ouais, c'est intéressant. C'est vraiment chouette. J'ai une dernière question, après je te laisse tranquille. Est-ce que parmi les livres dont tu m'as parlé, ou peut-être d'autres dont tu m'as pas parlé, il y en a un dont tu me recommanderais la lecture à moi personnellement, en me disant si tu ne l'as pas lu, Dolly, vraiment, ce livre-là, c'est très important. Oui. Ah, 2. Ok, je t'écoute. Un adulte, un jeunesse, parce que... C'est parfait. Alors, le jeunesse, c'est le Royaume de Pierre d'Angle de Pascal Kivigé, mais tu l'as sans doute lu, ou peut-être pas, mais en tout cas, si tu l'as pas lu, franchement, vas-y, parce que c'est un livre d'aventure. Moi, je suis pas livre d'aventure du tout, mais c'est génial, c'est hyper bien écrit, c'est drôle, c'est hyper malin, c'est hyper bien foutu. Il y a 4 volumes, mais franchement, c'est waouh. Et les personnages secondaires sont top, et il y a beaucoup d'humour, tout ce que j'aime, quoi. Tout ce que t'aimes. Voilà. Et en adulte, L'homme qui savait la langue des serpents. Ah, que j'ai jamais lu. Le vendeur l'avait vendu à mon mari en disant vous verrez, c'est un nouveau 100 ans de solitude. Alors pas du tout, mais je comprends pourquoi il disait ça. Ok. C'est une chouette histoire. Merci beaucoup d'avoir aussi bien préparé cet entretien et de m'avoir accordé tout ce temps. Ouais, c'était super de t'écouter parler. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de notre podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains avec Marie Boulic. Retrouvez sa sélection de livres et les autres épisodes sur le site de la librairie www.desgentsquilisent.fr. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en à d'autres gens qui lisent. À bientôt à la découverte d'une autre bibliothèque et d'ici là, belle journée dans les livres.